intervenant de la première table ronde qui a suscité un certain débat pendant la petite pause. Donc je vous invite à poursuivre ça sur les réseaux, sur LinkedIn si vous le souhaitez par exemple. On a vu pendant cette première table ronde que le contract management, c'est certes un métier d'expérience, mais c'est surtout des profils hétéroclites, des parcours diversifiés, des reconversions. Et le thème de la formation a été abordé, mais on ne s'est pas arrêté sur le thème de la formation initiale. C'est l'objet de notre table ronde avec une question assez simple. Est-ce que le contract manager de formation initiale existe? On va y répondre. Je pense que chacun a son opinion. Et pour y répondre, j'ai le plaisir d'avoir 4 intervenantes de très grande qualité. Je ne le dis pas parce qu'elles sont là, je le dis parce que je le pense. Donc on a Maude Chalard de chez Sistra, Adeline Fedrizi de chez Green Conseil. Ensuite, on a Tania Vassilev de chez NJ Solutions France. Je crois qu'on a fait référence à ton profil tout à l'heure. Les jeunes de chez NJ qui travaillent très bien. Je crois que c'est toi. Hein. Et enfin, Marie Roudier de chez Sistra aussi. Donc, je vous remercie pour votre présence. Je vais vous laisser vous présenter et je vous invite à prendre le temps nécessaire pour le faire parce que, vu que le thème de notre table ronde, c'est la formation, il faut mettre l'accent sur vos parcours et comment vous êtes devenu contract manager. Qui souhaite commencer? Allez. Bon, je vais commencer. Bonjour à tous. Moi, je suis contract manager pour Sistra. J'ai l'habitude de me présenter en fait en disant que je suis ni ingénieure ni juriste. Donc, je suis de formation Sciences Po avec une spécialisation en gestion des risques et j'ai été diplômée en 2019, donc ce qui est assez récent. Et je suis venue assez naturellement finalement au contract management, mais comme beaucoup d'entre nous finalement, parce que j'avais une appétence pour tous les sujets juridiques, pour tous les sujets contractuels. Dans ma formation, j'étais vraiment pluridisciplinaire et j'avais vraiment envie de garder cet aspect-là et en même temps d'être proche de l'opérationnel. Donc c'est vraiment ça qui m'a menée vers ce métier-là. Et donc j'ai commencé chez NJ Solutions, comme Tania, en alternance. Donc ça a été assez décisif finalement pour moi parce que les missions que j'avais en fait étaient du contract management, mais c'était sans le savoir, où j'étais en charge d'un portefeuille de contrats, justement de contrats assez complexes. Donc c'était des contrats de partenariat, des DSP, et j'étais en charge du suivi d'obligations, de tout, enfin, en fait, tout le processus contractuel de ces contrats. Et donc, dans la suite des postes que j'ai pu occuper, finalement, ça a été que la continuité de ce que j'avais commencé chez Engie. Et donc, depuis, j'ai toujours fait que du contract management. Et le constat, en fait, que j'ai pu faire, et le dénominateur commun qu'on a tous, c'est qu'on est tous... on a une certaine curiosité, en fait, de tous les sujets, avec une volonté de garder vraiment cet aspect transverse, d'avoir une vision à 360 des sujets. Et en fait, je pense que du coup, les juniors ont toute leur place à partir du moment où ils vont être accompagnés sur certains aspects compétences qui peuvent leur manquer et où ils sont cette volonté d'apprendre. Et je rebondis aussi par rapport à l'autre table ronde, c'est qu'on dit que le contract management, c'est un métier de conseil. Et justement, je pense que les juniors, avec toute leur humilité, justement, parce qu'ils y connaissent rien, ils ont tout ça à apprendre, vont avoir toute leur place dans ce monde. Je prends la main. Bonjour à tous, merci pour votre accueil et merci à l'ICM pour l'invitation à cette table ronde qui va être très intéressante. Quelques mots pour me présenter. Donc, je m'appelle Tania Vassilev et je suis chez NJ Solutions depuis on va dire 1 an et demi. L'année dernière, j'ai rejoint l'équipe de Peggy Houdard qui a animé la première table ronde tout à l'heure en alternance. Donc, j'ai rejoint son équipe pour 1 an de stage et je suis en CDI depuis octobre 2023. Donc, ça fait à peu près 8 mois. Donc, c'est tout frais et je suis basée à Rennes.
J'ai découvert le métier l'année dernière, je l'ai découvert à travers l'alternance et pour revenir un petit peu sur mon parcours, j'ai une formation de juriste. J'ai fait, un master 1 de droit public général, à la Sorbonne et à la suite de ça, je me suis spécialisée en droit de l'énergie, toujours à la Sorbonne, qui est un master en alternance et pour moi, c'était très important de finir, mes études avec de l'alternance parce que j'avais très envie, de mettre un pied dans une entreprise et une entreprise comme Engie, en fait, pour moi, c'était une très très belle opportunité. Et comment j'ai découvert l'annonce, en fait, c'est notre directeur de master qui nous a fait suivre des propositions d'alternance dans différentes entreprises. Donc, il y avait GRT Gaz, il y avait Engie Solutions, donc que de contract manager. Donc, c'était intéressant, il y en avait environ 3 ou 4. Et je me suis dit, bon, c'est pas un métier que je connais. Moi, j'ai fait que du droit. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je prends le pari? Est-ce que ça va me plaire? On va y aller. Et j'ai lu un petit peu de quoi il s'agissait. Je me suis beaucoup intéressée en fait aux entreprises aussi parce que j'avais pas envie de me lancer dans une entreprise en fait qui correspondait pas à mes valeurs, à mes visions des choses, etc. Et je me suis dit, bah, je vais choisir Engie Solutions. Ça a matché. Ça a matché avec mon tuteur de l'époque. Et je me suis lancée dans l'alternance et c'est là où j'ai été accueillie par les équipes. Et c'est là où j'ai appris tous les jours, en fait, finalement, un petit peu plus, j'en ai appris un petit peu plus sur le métier. Donc voilà, c'était assez intéressant, mais c'était de l'alternance, si vous voulez. Donc on est dans un espèce de cocon. On est entouré par les équipes, on a un petit peu droit à l'erreur. Enfin, je dis pas qu'on n'a pas le droit à l'erreur après, hein, mais c'est différent, c'est-à-dire on apprend, quoi. On apprend, donc c'est assez confortable. C'est une zone de confort encore. Les choses ont changé quand j'étais en totale autonomie sur la région en Bretagne, donc il y a 8 mois. Et là, c'était très différent. Là, je me suis dit, on va moins rigoler. Ça va être quelque chose, ça va être un vrai défi, je pense. Ça va être très intéressant parce que j'ai eu des bases à l'école, j'ai eu des notions donc sur la gestion de projet, sur la notion de risque, sur toutes ces choses-là. Mais devoir s'imposer devant une équipe projet, devant des personnes qui ont quand même pas mal d'années d'expérience derrière eux, c'est pas évident. Et ça, on l'apprend pas à l'école. Donc voilà, je vais garder un petit peu de... Voilà, on continue. Je vais passer le micro maintenant, merci. Merci Tania. Donc Adeline Fedrisi, associée du cabinet Green Conseil, spécialisée en project management et en contract management. Je vais expliquer après pourquoi je le souligne. Et comme toi, Marie, je suis ni juriste de formation, ni ingénieure de formation. Et ça m'a amusée, j'ai entendu Peggy dire quelque chose pendant l'animation tout à l'heure de la table ronde. Parfois, je le dis à très très demi-mot, ma première formation d'origine, parce que j'ai un double cursus. Je viens d'une filière de lettres modernes. Donc, c'est la première fois que je peux le dire ouvertement. Oui, c'est par l'amour des lettres que je suis arrivée à manipuler le contrat avec tellement de plaisir. À l'écrire, le lire, le manipuler. C'est vrai que cette formation, en fait, ça m'a équipée comme jamais. Donc, un cursus lettres modernes avec une option entrepreneuriat et innovation, suivi d'un autre cursus en management de la relation client, du projet et de la qualité process. Et donc, ce double cursus, réalisé à la fin en alternance, m'a amené à aborder le projet, à faire du project management. Et chemin faisant, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, j'ai vu arriver le contract management, travaillant beaucoup avec le monde des achats, le monde du juridique. Nous avons vu à ce moment-là qu'il y avait une opportunité, quelque chose qui allait se développer de manière considérable. Parallèlement à cela, je vais le dire pour peut-être illustrer par moment, parce qu'en fait, en écoutant aussi tout à l'heure, je me suis dit, mais on reviendra peut-être sur ce que c'est une formation initiale, ce que ce n'est pas. Et donc, est-ce qu'il existe déjà en France du contract management en formation initiale? Parce qu'une formation initiale, c'est un cursus que l'on va suivre sans sortir du parcours éducatif, à temps plein, et dans des contextes d'école ou d'université spécifiques. Donc, existe-t-il ce cursus? Ce sera une question qu'on pourra se poser. Et je suis enseignante. Je suis enseignante associée en université. Je suis enseignante et formatrice en école de commerce et en université. Il y a même des produits de cursus dans lesquels j'interviens qui sont aujourd'hui des salariés en contract management de la société Carbet et qui donc font partie de ces cursus dans lesquels nous intervenons à l'université, dans lesquels j'interviens. Et donc, c'est tout un cheminement et une mécanique pédagogique que de monter des cursus initiaux autour du contract management, et c'est un chemin qui est en train d'être pris, donc peut-être qu'on pourra à un moment donné en discuter aussi. Voilà.
Tu as le micro. Ouais. J'ai déjà le micro. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Maud Chalard et je suis responsable du département management de projet chez Sistra. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Sistra, c'est un bureau d'études plutôt spécialisé dans les transports publics, même si on s'ouvre à d'autres domaines, et on intervient aux côtés de nos maîtrises d'ouvrage, à la fois en tant que maître d'œuvre, c'est principalement notre cœur d'activité, mais également en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage. Ce qui fait que chez nous, alors je le dis, on en reparlera aussi un petit peu plus tard, on a autour du contract management 2 notions. On a le suivi de nos propres contrats en tant que Sistra, maître d'œuvre ou assistant maîtrise d'ouvrage. Et on a le suivi aussi des contrats de nos maîtres d'ouvrage. Ce qui fait qu'on a 2 casquettes assez différentes en contract management et qu'on le dit assez rapidement aussi aux candidats qui postulent chez nous. La spécificité aussi de Sistra, et je rebondis à ce qui était dit tout à l'heure par le collègue d'RTE, c'est que bien que nous soyons une entreprise privée, nous travaillons principalement dans le domaine de la commande publique, ce qui est aussi une spécificité assez importante et qui fait du coup, moi, le lien avec ma propre formation, puisque je suis juriste en droit public, un master 1 en droit public de l'université Lyon 3 et puis un master 2 de l'IEP Lyon 2 en sciences politiques et droit public. Donc, c'est ce qui m'a aussi permis, après 10 ans en collectivité territoriale, d'atterrir chez Sistra, qui traite quand même de services publics, d'intérêt public, et de faire un vrai lien. Et dernière chose sur ma présentation qui est déjà beaucoup trop longue, dans le département que je supervise chez Sistra, on a une spécificité en fait autour des métiers du management de projet. C'est qu'en fait, on intervient à la fois en production sur les projets, donc autour de tous les métiers, risques, contrats, coûts, planning, OPC, qualité. Voilà, on est en prod direct. Et on s'occupe aussi de l'animation métier, donc qui nous permet en fait d'avoir des communautés métiers, dont une communauté de contract managers. Il y a à peu près 40 contract managers chez Sistra France. Donc on anime cette communauté par le biais de création d'outils, coaching, accompagnement et surtout de la formation. Voilà. Ce qui nous permet à la fois d'animer notre vivier de contract et de faire venir en interne des collègues qui ne sont pas du tout des contracts en leur donnant envie. J'entendais aussi ça dans la précédente table ronde, comment on fait venir les gens en dédramatisant. Voilà, en arrêtant de faire passer le contract management pour ils viennent seulement quand il y a un problème. En mode pompier, nous on dit souvent ça. Donc dédramatiser, faire des formations où les gens passent un bon moment, faire des événements où on est un peu fun aussi. Voilà, on montre qu'on sait faire autre chose qu'être sérieux, à lire les contrats et à donner des réponses pratico-pratiques. Donc ça aussi apporte en fait du plus à la vision que peuvent avoir les gens de ce métier. Clairement, nous, on le voit après nos sessions de formation, on a énormément de gens qui disent ouais, je pourrais être intéressé, pourquoi pas. Voilà. Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques temps. Voilà. Merci beaucoup. Je me rends compte que je ne me suis pas présenté. Donc, je le fais en 2 phrases. Donc, Ryan Bouchmid, donc consultant contract clé management chez Carbet Consulting, du coup, avec Frédéric et Inès qui sont juste là. Et juriste. Alors, je sais qu'on est quand même de plus en plus, j'ai l'impression. Donc, tant mieux. Pardon ? Et mieux payé. On en reparle après, Frédéric, ça. T'inquiète pas, j'ai écouté les rémunérations, c'est gravé là-dedans. Bah, bien sûr. Je suis pas le seul, je pense. Donc 2 formations juridiques et avant de faire du contract management, j'ai fait de l'arbitrage et de la médiation. Donc, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Et en fait, je comptais vous demander ce qu'était la formation initiale, mais au final, Adeline, tu l'as plus ou moins définie. Sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur la différenciation de ce qu'on entend par initial, continu. En fin de compte, ce n'était juste pas du tout prévu, mais quand même, nous avons échangé avant de venir et je me suis posée, j'ai fait mon maître Capello.
Parce que en fait, on va tous se dire, c'est quoi la formation initiale, oui, non, formation continue. Est-ce qu'on sait réellement ce qu'il y a derrière? Il y a des critères étatiques, réglementaires, administratifs, ultra précis. Je vais pas les étaler là tout. Mais ce que l'on dit, la formation initiale correspond à la formation que l'on suit avant l'arrivée sur le marché du travail. Ok, dont acte. Sauf qu'on est en 2024. Et aujourd'hui, quand on arrive sur le marché du travail, et je pense que on l'a toutes vécu, même si je vous dépasse très largement pour certaines en âge, et ben en fait, on se dit plus, je vais faire ça toute ma vie. Autrement dit, on a créé un référentiel de métiers de formations initiales qui tendait à dire ce que je vais suivre dans mes études supérieures, et lorsque je vais sortir de celle-ci, ce sera ce qui va être mon marché du travail. Sauf qu'on est en 2024. Et donc aujourd'hui, on arrive sur le marché du travail et je pense à certaines personnes et certains jeunes profils ici présents en se disant « Ok, qu'est-ce que je vais faire pendant 2, 3, 5, 7 ans et je verrai après ». Donc, est-ce que les formations initiales sont les mêmes qu'il y a 10, 20 ans ou 30 ans quand on parlait de formation initiale? Et donc, qu'est-ce que la formation initiale pour le contract management, tellement pluridisciplinaire, dont tu peux venir, on l'a vu juste avant et on en parlait à la pause, par 1000 chemins, qui t'ouvre finalement plus de portes que plein d'autres métiers? Je pense que finalement, la question, elle est presque plus tout à fait à considérer comme avant. Donc, d'un point de vue administratif, j'ai envie de dire, la formation initiale en contract management, oui, elle existe. Il y a des diplômes universitaires, il y a des diplômes il y a des diplômes certifiants de niveau bac plus 4 et bac plus 5. Évidemment, ça existe. Après, est-ce que c'est le chemin idéal pour le contract manager? Je crois que c'est ce qu'on va, ou le contract management, c'est ce qu'on va évoquer par la suite. Juste le petit point de mise en lumière par rapport aux discussions qui se font à des niveaux ministériels et à des niveaux haut placés au niveau des universités. Je pense que c'est la première fois que j'entends parler officiellement de la création de masters 2 dédiés au contract management et des masters qui viennent de plein d'origines différentes. Des entités autour du management de projet, qui viennent du juridique, qui viennent des achats ou de la finance. Ça correspond aussi au fait que le rattachement du contract management, il est assez varié. Pour pouvoir créer un diplôme de type master, et ce sont essentiellement des diplômes en alternance qui sont envisagés à l'heure actuelle, ça a du sens, je pense, par rapport à ce qu'on a raconté et ce qu'on voit, il faut des cycles de création de 4 années. Donc ça ne se fait pas facilement, ça prend du temps. Il faut être dans le bon cycle de déclaration du programme. Mais c'est la première fois qu'on en entend réellement parler à des niveaux assez importants. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir en termes de formation initiale dans les années à venir. Voilà. Ceci étant dit, on met fin au suspense. Est-ce qu'il existe? En fait, on ne sait pas trop, quoi. Oui, non. Moi, j'aurais tendance à dire que pas vraiment, mais qu'on s'inscrit dans un nouveau cycle qui vise à créer ces formations initiales. Et j'espère que ce cycle ira à son terme. Maintenant qu'on s'est dit ça, en fait, on ne s'est pas dit grand-chose. Donc, il n'y a pas de formation initiale, ou s'il y en a, elles ne sont pas forcément encore hyper adaptées. On a tous, je reconnais plein de gens ici qui recrutent. Donc, on est tous à la recherche des pépites, on se les arrache. Donc maintenant, la question, c'est où est-ce qu'on le trouve en fait? Où est-ce qu'on trouve le contract manager? Est-ce que c'est des reconversions? Bon, ça, c'était un peu la première table ronde. Mais surtout, comment on peut attirer les juniors notamment? Comment on peut accompagner les reconversions? Comment on peut identifier un bon profil? Alors, on l'a un petit peu évoqué à la première table ronde, mais là, je pense que l'éclairage va être différent parce qu'on a des personnes qui sont plutôt côté recruteur, de ce côté-là de la scène, et plutôt des candidats, ou en tout cas des jeunes candidats de l'autre côté de la scène, donc qui sont maintenant en place depuis quelques années. Donc voilà, c'est un peu tout ce focus sur le recrutement. C'est quoi un bon profil? Qu'est-ce qu'on pense des juniors? Comment on identifie? Est-ce qu'il faut et comment on peut pallier au manque d'expérience? Alors j'ai entendu, c'est Eric de Closet qui est parti malheureusement, mais je pense que vous partagez tous ce point de vue, qu'il faut une expérience secteur, une expérience terrain, sinon si on poussait le raisonnement à l'extrême, ça met en fait à quoi servent les juniors à part faire du data mining, remplir des lignes Excel. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec ça, comme vous pouvez l'imaginer. Et je pense que Tania pourra nous apporter un éclairage assez intéressant. Mais en tout cas, voilà, question du recrutement et vraiment vos points de vue recruteurs et vos points de vue plus candidat junior m'intéressent et je pense qu'ils intéressent tout le monde. Nous, on n'est pas sur les profils juniors, a priori. Si, bien sûr que si. Non, mais déjà, il y a un point important, mais j'en ai discuté avec Vincent il n'y a pas longtemps, qui est présent ici. Quand on recrute, nous,
et je pense qu'on en avait peut-être parlé, Ryan, on commence pas du tout par regarder la formation initiale, pour le coup. C'est plutôt... Et surtout, on regarde l'approche. Et si on parle des profils juniors, on parlera peut-être après de la reconversion, mais c'est de quoi tu as envie? Est-ce que tu es débrouillard? Est-ce que tu sais te positionner? Est-ce que tu sais répondre? Est-ce que tu es curieux? Est-ce que tu sais parler? Est-ce que tu sais te poser? Est-ce que tu sais synthétiser? Le sujet, c'est pas c'est pas la première question, c'est pas, ou du moins, c'est pas ce qui est discriminant. Ça va donner un éclairage, ça va permettre de positionner, de savoir si ça peut matcher par rapport à plein de choses, mais c'est la première question, c'est pas c'est quoi ton diplôme? Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que je l'ai aussi. Enfin, moi, j'ai eu un vrai changement de position là-dessus, hein, parce que je suis, comme je l'ai dit, juriste, donc j'avais un côté très le contrat, c'est pour les juristes, enfin voilà, qui a disparu quand même il y a quelques années parce que, enfin, je le vois moi dans ma propre équipe, les profils sont complètement différents. On a de l'ingénieur généraliste, du juriste, des gens qui n'ont absolument aucun lien avec le métier, qui ont appris sur le tas, enfin, comme on dit. Donc tout ça mélangé fait que en plus, comme on a continuellement des échanges d'équipe, chacun s'apporte quelque chose sur une partie qu'il n'a pas initialement. Et ça, c'est super important dans ce métier-là. Il y a pas de... Juste pour compléter ce que tu dis, et ton retour est intéressant, il n'y a pas de mauvais profil. Il n'y a pas, on se dit, bon, alors les juristes, c'est mort, les ingénieurs, c'est mort, ou ce genre de choses. Non, après, il y a quand même voilà, quelques prérequis hein, sur on va dire la compréhension globale, la compréhension générale en fait, du contrat, de où se place le contrat dans un projet, qu'est-ce qui est important de regarder, qu'est-ce qui est important de mettre en lumière. Mais clairement, enfin, ça a été dit aussi avant, je pense que ce qui est essentiel, c'est la relation à l'équipe projet. Et le fait qu'on est sur des métiers où si on a peur, ce qui est souvent le cas quand on démarre, hein, il faut bien se le dire, d'aller discuter avec un directeur de projet qui a 20 ans, 30 ans de plus, avec des équipes projets plus techniques, des équipes travaux par exemple, où il faut aller sur les bases vie, au contact, passer du temps avec pour avoir de l'info. C'est un peu compliqué. Alors, c'est des choses qu'on peut pas toujours forcément détecter à un entretien d'embauche, hein. On sait comment ça se passe, les entretiens d'embauche. Mais effectivement, c'est des choses qu'on va regarder assez rapidement, ce côté relationnel qui, à mon sens, est fondamental dans le métier. Et après, il y a vraiment une question pour moi autour de la curiosité du métier et puis sa propre curiosité, l'envie d'apprendre. Alors, à la fois avec des plus seniors, des pairs, enfin voilà, des gens qui peuvent apporter ça, mais aussi tout seul. Parce qu'il y a énormément de littérature sur le métier, mais finalement, il y a aussi beaucoup de choses qu'on apprend en allant lire à droite, à gauche et en regardant d'un peu plus près, mais tout seul. Et surtout, moi, ce que je regarde quand même assez rapidement aussi, c'est ne pas rester sur ses acquis et ne pas penser que parce qu'on l'a fait pendant 1 an, c'est bon, on sait, quoi. Je le disais quand on a préparé la table ronde, mais voilà, moi, les gens qui postulent chez nous et qui me disent bon, bah, je viens pour quelques mois parce que ça fait 6 mois que je fais ce métier, j'ai déjà fait le tour. J'avoue que voilà, enfin, j'ai tendance à penser qu'on fait pas le tour si rapidement que ça dans cette matière-là et que voilà, il faut être aussi assez modeste par rapport à la matière et par rapport à sa complexité. Donc on apprend tout du long, quoi, voilà. Et si on s'ennuie déjà au bout de 6 mois, effectivement, c'est un mauvais point de départ. Bon, ça paraît logique ce que je viens de dire. Tout à l'heure, l'autre table ronde a parlé beaucoup de soft skills et je pense qu'en fait, c'est vraiment le point de départ et ça va être quelque chose de commun à tous les contract managers, qu'on soit finalement senior ou junior. À partir du moment où on aime aller au contact des autres, on aime poser des questions, on a cette curiosité intellectuelle, on a un goût quand même, c'est vrai, pour les mots, pour le rédactionnel, il n'y aura pas en fait de difficulté à évoluer dans le métier de contract manager. Et finalement, quand on regarde toutes les offres d'emploi,
on a l'impression quand même qu'on cherche un peu le mouton à 5 pattes. Donc quelqu'un qui a fait du droit, qui est ingénieur, qui a 10 ans d'expérience, qui parle anglais. Finalement, en fait, je suis pas certaine qu'il y ait un profil qui réponde à l'ensemble des critères d'une offre de contract manager. Donc pourquoi pas finalement les juniors. Et finalement, quand on postule sur des offres, on se rend compte que finalement ça marche et qu'avec de la volonté, avec de la curiosité, et effectivement c'est vrai, un apprentissage aussi tout seul, ça nécessite de beaucoup se documenter, on y arrive et il n'y a pas forcément de difficulté. Quand on est accompagné, quand on est avec les bonnes personnes et quand en fait il y a aussi c'est un métier aussi où l'aspect humain compte énormément. Et je pense que là où il faut miser aussi, surtout quand on a des profils juniors, c'est la complémentarité en fait du profil avec le reste de l'équipe. Par exemple, si on a un chef de projet qui va beaucoup s'y connaître sur la technique, finalement, le contract manager plutôt junior, il va être bien accompagné. Et justement, ça permet peut-être parfois de moins se marcher sur les pieds et qu'il y ait vraiment une vraie harmonie qui se crée avec une belle dynamique qui peut en être. Je suis d'accord avec toi. Quand tu parles d'accompagnement, je pense que c'est, quelque chose à privilégier lorsqu'on souhaite, recruter un junior parce que forcément le junior sort d'école, il a quelques notions, mais il n'a pas l'expérience qui va avec, il n'a pas, la fameuse, bouteille, enfin, il n'a pas tous les éléments, stratégiques, voilà, qu'une autre personne aurait pu voir tout au long de sa carrière. Donc je pense qu'effectivement, il faut en profiter à ce moment-là pour, réussir à l'accompagner, et à lui, transmettre en fait, tout le vécu, que ses collègues, qui ont un petit peu plus d'expérience que son manager a, et je pense que c'est ça aussi qui va faire toute la différence. Parce que ouais, faut pas sous-estimer le fait que quand on recrute la personne, à un moment donné, elle va se sentir assez seule quand même, et je pense que le fait d'être entouré, ça peut faire vraiment toute la différence. Mmh. Évidemment, d'être dans une équipe et de se sentir entouré, ça fait la différence, ça c'est sûr. Mais je voulais juste rebondir un peu sur un petit point que tu as pointé du doigt, Marie. Et en fait, quand tu as posé la question, est-ce qu'il existe un mauvais profil ou pas? Évidemment, on se dit tous non. Moi, mes critères de recrutement 2024, c'est audace et curiosité. Donc voilà. Et après, on met derrière, on trouve. Par contre, si on veut se parler vrai, et j'écoutais des questionnements de consultants indépendants, de profils plus juniors, de profils plus seniors. Et il existe des mauvais profils, si on veut être honnête. C'est-à-dire que il y a deux catégories de mauvais profils. Je vais parler de ce qu'on ne dit pas forcément, mais il y a des environnements où tu vas essayer de candidater, de positionner un consultant. Tu ne le sais pas forcément, mais dans l'équipe que tu vas rejoindre, il y a une culture d'entreprise qui dit que tu peux contract manager seulement si tu es ingénieur. Tu peux contract manager seulement si tu viens du juridique, ou surtout pas si tu viens du juridique. Tu peux contract manager seulement si tu as déjà fait 15 ans de projet. Je ne dis pas que c'est vrai ou que c'est pas vrai, mais c'est un état de fait. Ça veut dire que quand vous postulez, quand vous voulez vendre vos prestations, il faut essayer d'arriver à qualifier l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Ça peut se faire sur les réseaux, ça peut se faire en posant des questions très rapidement, parce que ça sert à rien d'essayer de se vendre si dans l'écosystème dans lequel on veut s'inscrire, on va pas pouvoir être pris pour des raisons qui sont pas forcément justifiées, mais qui sont des raisons qui existent. Et tout le monde perd du temps. Et cette notion d'écosystème, un écosystème, c'est un environnement dans lequel des êtres vivants interagissent entre eux. Une équipe contract management, une organisation, un projet, c'est un écosystème. Et là, c'est ce à quoi ce que tu évoquais, Marie. On a besoin de profils qui se complètent bien les uns des autres. Et donc, on va avoir des équipes dans lesquelles on va avoir parfois besoin un peu de gens qui font du juridique, un peu de gens qui font du projet, un peu de gens qui ont fait de la finance, qui savent monter des budgets, qui savent faire du risk management. Et on va arriver à un moment donné où le profil qui manque, ou qu'on doit trouver, c'est plutôt celui à coloration juridique, ou plutôt celui à coloration projet. Et surtout, on a déjà dans l'équipe 5-6 seniors, et on a le budget que pour un junior, ou au contraire, on a 4-5 juniors, et là, on doit prendre quelqu'un qui a de la bouteille. Tout ça pour dire quoi? Que au-delà de la formation, quand on veut se positionner, pour savoir si on est le bon ou le mauvais profil, il faut essayer de préqualifier un peu l'environnement dans lequel on va tomber, et pour savoir si ça vaut le coup de prendre du temps pour essayer d'y aller. Voilà. Donc là, en fait, tu parles pas forcément du profil intrinsèquement lié à la personnalité ou à la formation, c'est pas sa personne, c'est plus par rapport aux besoins du recruteur. Oui. Ouais. Je me positionnais en tant que recruteuse, Okay. ou en tant que
que consultante et en tant que gérante de société de consultants, où parfois tu as un super profil, et je pense à certains qui sont présents dans la salle, et où tu sais que si tu veux les placer là, ça ne marche pas parce qu'en fait, il faut avoir fait un parcours d'ingénierie dans l'énergie pour pouvoir recevoir l'intérêt même de la personne à qui tu vas soumettre le CV, par exemple. Tu vois ? Et c'est parfois pas justifié du tout. Non. C'est juste une idée préconçue du recruteur qui se dit moi je veux absolument ça. Ou c'est un, comment dirais-je, c'est un critère de recrutement implicite et non dit et qui existe. Culture d'entreprise, exactement. Culture d'entreprise. Enfin, j'ai des clients qui m'ont déjà dit ok, super profil, mais là il me faut quelqu'un. Il me faut quelqu'un qui a plus de 30 ans, il me faut pas une femme ou il me faut pas un homme, ça dépend des fois, hein, pour des raisons qui sont pas du tout des raisons que tu peux dire en vrai. Mais on te le dit, il y a des moments, il y a des cultures d'entreprise, des cultures d'équipe, c'est particulier, En vérité, c'est pas que en contract management, j'imagine, ce genre c'est dans toutes les professions en fait. Non, tu penses qu'il y a un... En fait, ce que je pense, c'est que dans les professions très cadrées, quand tu as un référentiel, il faut connaître telle fiscalité ou telle réglementation RH, ou il faut savoir faire un bilan comptable, c'est peut-être moins sur les soft skills, sur le savoir-être. On a évoqué ce matin, il faut savoir se positionner, il faut savoir être un renard, comme disait un renard. Vieux renard. Il a dit vieux. Hein. Un vieux renard. Oui, bon, un renard déjà. Et donc, il y a un côté savoir-être, positionnement, et c'est peut-être plus prégnant. Voilà. Et après, j'ai vu que tu as acquiescé, donc je vais te passer peut-être le micro-mode, mais il y a quand même aussi des mauvais profils de gens profils où on les voit venir, ou des juniors, ou des seniors, qui te disent oh, je veux trop me mettre au contract management, j'adore pour telle raison. Et quand ils te racontent leur parcours et ce qu'ils ont fait et ce qu'ils veulent faire, t'as l'impression que c'est qu'ils ont la lumière derrière une fenêtre ou derrière une porte et qu'ils se sont dit que ça pouvait être intéressant. Et c'est des gens qui sont pas curieux pour le coup. Il y a quand même des mauvais profils. Je suis d'accord. Après, Maud, je te laisserai compléter. Ouais, mauvais profil, hein, c'est très bien. Ou aussi qui se font une idée de ce qu'est le contract management à travers des très bonnes conférences comme celle-ci ou des très mauvaises, pas comme celle-ci. Et qui en fait arrivent et déchantent. Et après, c'était pas prévu, mais si on a le temps, on en parlera. Il y a aussi la grande différence du consultant et du contract manager interne. La position de consultant, et Adeline et Vincent en a parlé il y a 2 semaines à une autre table ronde ensemble, la position de consultant, elle est quand même aussi assez spécifique. Ça demande de s'imprégner de différents secteurs, d'adhérer ou pas à des cultures d'entreprise assez différentes, de passer d'un projet à l'autre. Donc c'est aussi quelque chose de... je ne sais pas si on a le temps d'en parler, on verra. Maud, sur les mauvais profils, vas-y, lâche-toi. C'est une très très vaste question et quand même pour beaucoup au départ très subjective, quoi. Enfin, j'ai quand même tendance à laisser parler. Il y a pas que moi, hein, je rassure en disant ça, qui décide dans les recrutements, mais j'ai tendance très souvent à laisser parler le feeling, quoi. Et effectivement, il y a des gens. C'est comme ça, hein, comme toute relation humaine, ça peut pas fonctionner avec tout le monde. Mis à part le fait, que moi j'ai toujours une tolérance, hein, sur les entretiens d'embauche. C'est aussi pour ça qu'on en fait parfois un second avec une autre personne, parce qu'on le sait, on peut le louper, quoi. On peut passer complètement à côté de la plaque en sachant que ça dure pas non plus des heures. Et il faut être très bon tout de suite, tout montrer, tout expliquer, montrer ses meilleurs côtés. Enfin, c'est pas si simple comme exercice. Les profils, moi qui m'enchantent moins, on va dire. C'est pas que j'aime pas ça, mais c'est les gens qui arrivent en pensant déjà tout savoir. Et on a, nous, régulièrement le cas, on en avait aussi parlé, mais des gens qui arrivent en disant j'ai fait du contract pendant 15 ans pour des grosses boutiques privées, généralement dans les fluides, enfin voilà, ce genre-là, et qui disent c'est bon, embauchez-moi, je demande 95K et puis je suis le meilleur du monde, quoi. Et effectivement, à la première question de vous savez que Sistra travaille quasi exclusivement en droit de la commande publique pour ses clients publics, vous en êtes où par rapport au code de la commande publique, l'ex-loi MOP, les CCAG, enfin voilà, toutes ces joyeusetés. Et là, il y a un espèce de blanc
de ah bon, mais Sistra est une entreprise privée, pourquoi c'est pas du droit privé? Voilà. Bon, ce qui n'est pas grave en fait dans les faits, puisque ça s'apprend. Il y a des logiques en gestion contractuelle qui sont tout à fait transposables, qu'on soit en public ou en privé. Et effectivement, ça fait tout de suite redescendre en fait le truc du je suis le meilleur du monde, je vais vous demander 95 K et puis signer. Enfin, vous pouvez pas trouver mieux que moi. Bon, c'est parfois un peu exagéré, mais clairement, on a eu beaucoup d'entretiens comme ça avec la responsable RH du département, où nous, on sort de là quand même, voilà, un peu souriante ouais, ça nous plaît pas en fait. Et je pense que ça colle pas non plus en plus à la philosophie qui est derrière ce métier de contract manager. On peut pas arriver sur un projet qu'on y soit au long cours ou de façon ponctuelle quand il faut aller sauver les meubles en se prétendant tout savoir. Et en disant au chef de projet, t'as fait n'importe quoi, t'as fait n'importe quoi, t'as fait n'importe quoi, et ne pas lui donner de solution, n'être que dans la position de si tu avais fait mieux, si tu avais... Bon, ça ne fonctionne pas. Et du coup, cette arrivée en entretien d'embauche un petit peu trop sûre, j'ai envie de dire, moi, me donne en fait cette image de comment ça va se passer quand il va falloir aller sur un projet où il va falloir parfois y aller avec des pincettes pour X raisons. Chaque projet est différent. Ils sont quand même assez souvent compliqués, hein, sinon c'est pas un vrai projet si tout se passe bien. Donc effectivement, si on arrive déjà en terrain conquis un peu, je vais vous apprendre la vérité et comment vous auriez dû faire, voilà, ça ne fonctionne pas. Donc c'est plutôt ça. Et sur ta deuxième question, c'était sur l'intégration des prestataires, c'était ça, des consultants. Oui, je crois, oui. Moi, j'ai pas. Oui. Ouais, oui, on dit prestataire, pardon, chez nous. Moi, j'ai aucun souci là-dessus. Je pars du principe qu'à partir du moment où on a pris quelqu'un, que ce soit un recrutement direct ou un recrutement qui prend un peu plus de temps parce qu'on est passé par une boîte de prestataires, il y a la même intégration. Alors, ma question, c'est pas forcément sur l'intégration. Je ne doute pas que tu accueilles très bien les gens. C'était plus sur le positionnement. J'ai un souvenir dans mon 5e cabinet de conseil d'une personne avec une super formation qui n'avait jamais fait de conseil, qui a voulu le découvrir chez nous, dans mon ancien cabinet. Et c'était, ça ne lui convenait pas. Ça ne lui convenait pas. Pourquoi ? Parce que il y a une... peut-être que vous allez me contredire, mais je trouve qu'en tant que consultant, il y a une frustration qui peut naître du fait qu'on arrive à un moment du projet, c'est pas forcément nous qui choisissons. On nous donne une mission avec un périmètre qu'on accepte, mais qui nous est quand même quelque peu imposé parfois. Et on sort du projet à un moment, souvent avant la fin du projet. On peut aussi prendre l'exemple de la réclamation, qu'on met du temps à monter, avec des réunions, on prend notre plus belle plume, tous amoureux des lettres, pour raconter une belle histoire, emmener le public avec nous. Et en fait, on passe 3 mois, c'est urgent et tout, et puis on la termine, on l'envoie, et plus de nouvelles. Et 3 mois après, on croise la personne. Ah non, mais en fait, on a transigé, c'est bon. Ta réclamation, elle cale le meuble à la campagne, c'est super. Et ça peut être très frustrant, en fait, ce positionnement-là. Non, mais ça peut être hyper frustrant. Je voudrais juste peut-être donner la parole à Tania. Est-ce que tu pourrais, alors tu as déjà un petit peu amorcé la réponse, mais si tu pouvais compléter, ce serait super pour nous tous. Est-ce que tu pourrais un peu nous dire, toi, dans tes baskets de junior, ancienne alternante, jeune contract manager, qu'est-ce qu'évoquait peut-être le contract management quand tu étais en alternance ? Tu peux répondre rien, c'est pas grave. Quelles étaient tes attentes en alternance ? Quelles étaient tes attentes quand tu as signé ton CDI ? Et juste, c'est assez rare d'avoir une ancienne alternante sur une table ronde, donc c'est toujours sympa d'avoir un petit peu ton ressenti, juste que tu nous racontes ton parcours et comment t'en es arrivé, peut-être tes difficultés, les facilités. D'accord. Je vais vite revenir sur le master, en fait, qui a été l'élément déclencheur, hein, finalement, parce que sans le master, je n'aurais pas pu faire l'alternance. C'est notre directeur de master qui a voulu, en fait, initier tout l'univers de la gestion de projet, en fait, dans le master. Il voulait vraiment sortir du juridique pur. Il voulait vraiment sortir
de l'aspect universitaire, créer un master professionnalisant. Et l'idée, c'était de nous rendre opérationnels à la sortie de l'école. Donc, on a eu beaucoup de chance d'avoir des intervenants des praticiens, donc soit des avocats, soit des juristes en entreprise, soit des contract managers aussi. Donc, c'est là où j'ai aussi pu comprendre le côté un petit peu plus théorique du métier. Et il nous a envoyé en fait des offres d'emploi, enfin des offres d'alternance en contract management. Donc, moi, je ne connaissais pas du tout. J'ai lu les offres d'alternance et je me suis dit, bon, c'est pas évident, c'est pas quelque chose que je connais, mais je vais quand même y aller. Et j'y suis allée. Et en fait, ça m'a plu. J'ai beaucoup aimé l'aspect opérationnel, l'aspect, voilà, on va apporter un support au chef de projet, on va venir discuter avec toutes les parties prenantes du projet, on va un petit peu travailler aussi tout ce qui est voilà, la posture, la stratégie à avoir en face du client notamment. Et j'ai beaucoup aimé ces aspects-là. Et en plus, on retrouvait toutes les notions juridiques qu'on avait acquis en fait tout le long du parcours universitaire. Donc j'étais dans un univers assez tout nouveau, mais avec des notions familières. Donc ça, j'ai bien apprécié. Et je me suis dit, bon, je suis là pour apprendre. Donc en fait, je vais prendre tout ce qu'on me donne, en fait. Et pour rebondir un peu sur la question qui a été posée tout à l'heure et sur les profils, en fait, je pense qu'il y a des qualités qui sont plus appréciables que d'autres, en fait. Et il y a des choses à avoir absolument, notamment la curiosité, l'audace. Je pense qu'il faut aussi oser poser des questions, oser demander de l'aide et aussi accepter les critiques, parce que quand on est jeune et quand on apprend, on est persuadé parfois d'avoir une solution à apporter. En fait, pas du tout. Voilà. Donc, il faut accepter la chose, il faut apprendre, il faut accepter voilà, tout ce qu'on nous donne. Donc, moi, j'ai vraiment pris tout ce qu'on me donnait et en fait, ça m'a plu. Donc, je pense qu'aussi, c'est une question de caractère et une question d'appétence pour la matière, parce qu'il y a des gens, ça leur plaît pas forcément, de tout ce qui est l'aspect contractuel. Non, moi, ça me plaisait vraiment. Et je me suis dit, je vais tout donner pour espérer être embauchée, en fait, juste après. Je me suis dit, c'est le moment, quoi. Et donc, ça a marché. Ça a marché sans surprise. Et c'est là où je suis partie en Bretagne, à Rennes, pour être en CDI. Et c'est là que les choses se sont un petit peu plus corsées, du coup. Parce que les difficultés auxquelles j'ai fait face, c'était surtout les aspects qu'on n'avait pas à l'école. C'était tout ce qui concerne la posture, tout l'aspect... attendez, je l'ai noté quelque part. Petit trou de mémoire. Si tu as oublié, c'est que c'est pas traumatisant. C'est s'affirmer sa posture, c'est prendre des décisions en autonomie, donc avoir confiance aussi en les décisions qu'on va prendre et dans les conseils qu'on va donner. Et puis c'est aussi être la fonction support, donc accepter aussi parfois qu'on n'écoute pas les conseils qu'on donne et qu'on nous dise non mais on va pas faire comme tu dis en fait, parce que on s'en fiche, on me l'a déjà dit, donc ça aussi il faut l'accepter. Donc bon, oui voilà, quand on est jeune en fait c'est pas évident. Pas que, oui, Ah oui, pas que. Bon, ça me rassure. Donc c'était surtout ça en fait les défis, parce qu'après tout l'aspect gestion de contrat, maîtrise des risques, ça s'apprend et je l'ai appris. Voilà. Mais c'est l'aspect relationnel en fait qui n'était pas évident. Question qui me vient. Donc, tu as fait une formation juridique, c'est ça? C'est ça, ok. tout à fait. 100%. Est-ce que tu as des lacunes, entre guillemets, ou est-ce que tu sens que tu as un manque de formation technique, ingénierielle dans la compréhension des projets sur lesquels tu travailles? Première question. Et si oui, est-ce que tu envisages de développer ta formation? Alors, pour répondre à la première question, oui, totalement. C'est-à-dire que je suis sortie d'école, j'avais fait que du droit. Après, le master en droit de l'énergie était assez technique, donc on avait des opérationnels qui venaient nous expliquer l'aspect métier, mais c'était très généraliste, donc c'était pas un ingénieur spécialisé dans les réseaux de chaleur qui venait nous faire cours. Donc, il a fallu en fait que je me forme. Et comment je me suis formée? C'est grâce à tout le bagage des équipes, en fait. Je suis allée les voir, tout simplement. Je suis allée les voir et je leur ai dit, je comprends pas ce que tu fais, est-ce que tu peux m'expliquer? Et au début, je me suis dit, bon, est-ce que j'y vais? Je vais un peu passer pour la personne qui n'a pas d'expérience. Je me suis dit, est-ce que... Bon...
Et je me suis dit, il faut avancer au bout d'un moment. Donc, je suis allée voir les personnes, je suis allée voir les opérationnels. Je leur ai dit, écoute, je ne comprends pas ce que tu fais. Voilà, chacun son domaine. Hein, voilà. Est-ce que tu peux prendre le temps de m'expliquer? Est-ce que tu peux m'emmener sur le terrain? Est-ce que tu peux m'emmener en chaufferie, me montrer ce que c'est une sous-station, me montrer ce que c'est une chaudière biomasse? Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Et en fait, les gens ont pris le temps de m'expliquer. Et c'est ça, en fait, je me suis rendu compte qu'ils adoraient ça. Donc après, j'ai plus eu peur de demander en fait des clarifications sur les aspects techniques. Mais ça ne fait pas tout, quand même. Il faut. J'ai envie encore aujourd'hui de. Et je pense que ça me quittera jamais, mais j'ai envie d'améliorer mes connaissances sur le sujet. Ça vient un peu tous les jours à force de lire les contrats, à force d'échanger avec les équipes, et ça, c'est très bien. Et je pense que ça fera que. Je pense que je ferai que monter en compétence avec le temps. C'est vrai que parfois, je dirais pas non à une ou deux formations sur un sujet en particulier, mais c'est ce qu'on a. Donc, Peggy, t'entends? Formation. mais voilà. Ah, Voilà. bon, ça va. Mais on en a, donc c'est ça qui est chouette finalement, parce qu'on n'est pas laissé tout seul sur des sujets techniques qu'on ne maîtrise pas, quoi. Voilà. Marie, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, moi aussi, je suis passée par là, mais un petit peu avant Tania, du coup. Et moi, quand j'ai commencé, en fait, on ne parlait pas encore de contract management. En fait, pour être honnête, je ne savais même pas ce que c'était, jamais entendu parler. Et je suis vraiment arrivée par hasard, mais pas totalement par hasard non plus. Et à l'inverse de Tania, en fait, moi, c'était vraiment l'aspect juridique que j'avais pas eu le temps forcément d'explorer trop pendant mes études. Et j'étais un peu une juriste refoulée, en fait. Et donc, du coup, j'ai vraiment voulu m'y intéresser et c'est comme ça que j'y suis arrivée. Après, au niveau des difficultés, moi, que j'ai rencontrées aussi quand je suis rentrée dans le métier, c'est tout l'aspect technique, tout le vernis, en fait, métier que j'avais pas forcément. Et donc, c'est vrai qu'au début, on n'ose pas forcément trop poser les questions. Donc, on se retrouve à regarder C'est pas sorcier, finalement, le soir. Et puis, très vite, on comprend que ça suffira pas. Et donc, là, justement, on va commencer à aller voir les collègues et à oser leur poser quelques questions, demander un coup de main à ce qu'ils nous expliquent un peu leur métier. Et finalement, comme disait Adeline, en fait, les gens adorent parler de leur métier. Et ça se passe très bien. Donc, c'est pas des obstacles qui sont insurmontables. Et on n'en sort que plus fort finalement. Voilà. Merci. Il est 11h31. Je vous propose peut-être de conclure avec une dernière toute petite question. Après, on vous donnera la parole si vous avez des questions. Donc, le contract manager de formation initiale, est-ce qu'il existe? Pas vraiment, de ce que je comprends. Si je résume. Adeline, ouais, ça dépend ce qu'on met derrière, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Vas-y, si tu veux. Je t'en prie, je t'en prie. Et après, il y a le bon contract manager. Voilà. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que c'est une formation initiale ou pas initiale qui fait le bon contract manager? Maintenant, si on doit donner ici des informations sur le développement des formations initiales, je pense que dans 4 ans, on aura un portefeuille et une offre de formation initiale qui sera plus riche. Je pense que ça va beaucoup se jouer, ça va converger dans 10 ou 20 ans, mais c'est toutes les formations continues qui vont permettre de développer les profils. Les formations certifiantes, vous en parlez, les organismes tels que l'ICM, qui se positionnent quand même sur le marché de la formation, avec donc une ambition, une promesse et même un modèle économique qui passe au travers de la formation. Et qu'est-ce que ça... Et donc, je pense qu'on va prendre quelques années pour converger. Et faut pas se mentir aussi, c'est-à-dire que c'est pas une bataille de formation initiale ou continue, mais tous ces cursus, on a beau être audacieux et curieux, à un moment donné, il faut bosser. Et donc, les mécanismes contractuels, les logiques contractuelles, les processus, la méthode, les outils, il faut quand même les avoir. Il faut quand même les connaître. On peut les apprendre sur le tas, mais c'est bien d'arriver avec un bagage. Et ça, c'est quand même aussi la formation. Donc, je pense que, en tout cas, si on doit parler de formation initiale, moi, celle que je retiendrai, peut-être, et ce qui m'attire le plus, et pour le coup, je vais quand même regarder, ça reste l'apprentissage. J'avoue, je trouve que c'est un formidable tremplin. C'est un formidable terreau. Et donc là, voilà, je pense qu'on a encore un peu de chemin pour avoir en France une offre de formation initiale en contract management ou pour le contract manager qui tienne la route. Voilà. Je rebondis rapidement, on va jamais s'arrêter sinon.
déjà, on voit quand même un progrès, et je l'avais déjà entendu quand tu nous l'avais dit, Tania, mais sur ce côté, pour les juristes, un peu plus d'ouverture à l'opérationnel, qui n'était pas du tout le cas de mon temps. Alors, ça fait très daté cette expression, pardon, mais où effectivement, je leur avais dit pendant la préparation que moi, j'ai fait mon mémoire de Master 1 sur un projet, en fait, sur l'aménagement des berges à Lyon. Il y a eu toute une rénovation d'un secteur. Et c'était en fait sous le prisme des contrats publics, mais très pratico-pratique, avec des entretiens avec les équipes de projet et autres. Et je me rappellerai toujours de mon prof qui m'avait dit Maud, c'est un très très bon mémoire, par contre c'est beaucoup trop opérationnel. Voilà. Et effectivement, ça m'a fait plaisir quand tu avais dit que maintenant, voilà, les profs s'ouvraient un peu plus là-dessus, parce qu'effectivement, le juriste évolue aussi. Et on n'est pas tous des juristes qui s'attachent à lire très bien la lettre et le sens du droit. Il y a aussi des gens qui apportent des solutions opérationnelles. Donc ça me réconforte, voilà, dans la première avancée, avant d'avoir un diplôme vraiment dédié au contract management, et espérons qu'il y en aura. Et ça me fait, alors c'est vraiment la dernière chose que je dirais, mais surtout dire que s'il n'y a pas de formation initiale, et du coup qu'on recrute quand même des juniors, c'est l'accompagnement qui est prépondérant, en fait. Et il faut les former et pas les laisser se dire je vais passer pour un imbécile si je pose une question. Enfin, quand je vous entends dire ça, les filles, j'avoue que ça me choque presque, parce qu'il faut jamais avoir peur de poser une question, et pas qu'en tant que junior, en tant que tout le monde. Donc, c'est vraiment l'accompagnement des managers, l'accompagnement des seniors. Il y a des gens qui sont pas managers dans les entreprises, mais qui ont voilà, plusieurs années d'expérience au compteur, qui sont tout contents de faire ce rôle un peu de tuteur, voilà, parrain, marraine. On peut donner plusieurs termes à tout ça. Et c'est surtout ça qu'il faut en fait diffuser, je pense, dans les entreprises qui accueillent des jeunes contract managers. C'est oui, ils sont jeunes, oui, ils n'ont pas tout le bagage, mais leur laissez pas se dire je vais passer pour un imbécile si je pose une question. Enfin, c'est juste pas possible, c'est pas entendable, ça. Surtout qu'on en a besoin. Écoutez, je vous remercie. Merci à vous quatre pour vos propos très intéressants. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des suggestions dans la salle là? Oui, Vincent. C'est à tout âge, hein, parce qu'on arrive toujours dans des nouveaux domaines qu'on ne connaît pas, même si ça reste technique, on découvre. Et le fait d'aller vers les autres, justement, les questionner, avoir les explications, c'est super pour justement créer le lien dont on aura besoin par la suite pour traiter les dossiers. Donc, même quand on est expérimenté, moi j'encourage quelqu'un qui arrive dans un nouveau projet à faire exactement la même chose que vous. Oui, mais peut-être ce qu'on mésestime par rapport à nos alternants, on se dit c'est des professionnels, on se dit effectivement qu'on doit les accompagner, mais c'est hyper important ce que tu viens de dire, Maud, pour vous qui en avez peut-être chez vous. Moi, mes étudiants, je les accompagne dans leur mémoire, je les accompagne des Master 1, des Master 2. Il y en a ici, enfin Inès, ça en est un produit. Ils me disent, Madame, j'étais en colère, je suis allée me cacher dans une salle pour me calmer. Madame, là, ça m'a tellement choquée que j'avais envie de pleurer, mais je sais qu'on n'a pas le droit de me voir pleurer. Je suis allée me cacher dans une salle parce que je voulais pas qu'on voit que j'ai les yeux fébriles, homme ou femme. Ou, oui, mais si je pose une question, on va penser que je comprends pas. Et finalement, moi, je veux être recrutée là plus tard. Et finalement, les autres, ils vont se dire que je comprends rien. Il y a quand même un vrai sentiment de non-légitimité et une espèce de réserve et de peur et de crainte à poser les questions. Quand tu as de la bouteille, tu sais que c'est bien et que c'est légitime et tu sais que tu vas bien les poser. Et quoi qu'il en soit, il n'y a rien de grave. Quand tu es alternant, tu te mets t'as envie d'être recruté, tu te mets une pression. Donc, on ne s'en rend pas forcément compte, mais il faut tendre la main, il faut vraiment... Enfin, je sais que tu es en projet de recrutement d'alternants, par exemple, tu vois, ça faisait écho ce que tu disais, d'une jeune femme qui... Et je lui ai dit, mais pose-lui la question quand elle m'a parlé de ce projet autour du contract management. Oui, mais il va croire que je sais pas. Bah, c'est écrit que tu sais pas, tu viens du juridique ou tu viens des achats en l'occurrence. Et elle avait peur de te poser la question, tu vois, alors que t'es pas quelqu'un qui fait peur de base.
Donc, non, mais c'est vrai, il faut vraiment autoriser à poser les questions et à pas avoir peur. C'est hyper important. Non, je l'avais pas vu comme ça. Ouais, merci. Et puis juste pour le mentoring, je voulais juste en profiter pour faire un peu de pub. À l'ICM, on a la possibilité de proposer du mentoring. C'est quelque chose sur lequel on a réfléchi tous ensemble l'année dernière. On a monté un petit principe, quoi, hein, parce qu'on ne fait pas du mentoring comme ça, on ne s'improvise pas mentor. Et puis, donc, on a travaillé avec 2-3 personnes au sein de l'ICM. Donc, sachez, pour ceux et celles qui se poseraient des questions et qui auraient envie d'approfondir ce sujet-là, bah, n'hésitez pas, venez frapper à la porte de l'ICM. On vous accueille avec plaisir et on vous proposera quelque chose. Voilà. Fallait que je la place. Mais c'est bien fait. De toute façon, on va faire notre pub ICM, hein. On va pas y échapper. Adhérez, donnez-nous de l'argent, enfin bref. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Thibaut, Viel. Merci. Alors, une question plus particulièrement peut-être pour Adeline, mais même aussi peut-être pour les entreprises qui sont dans la salle. Pour la petite histoire, j'avais été sollicité, moi, en septembre 2019, à la rentrée 2019, pour participer à la création d'un master en contract management avec le collège de l'Université de Bordeaux, qui regroupait à l'époque, on avait regroupé la fac de droit, la fac de Sciences Éco et l'IAE. Et quand on a déposé un peu plus d'1 an plus tard notre référentiel de compétences à France Compétences, la réponse qu'on a eue, mais à quoi ça sert votre truc? On ne voit pas les débouchés. Donc, c'est à mettre en regard des 8 annonces qu'il y avait en l'année 2020 sur le job board de l'APEC. Donc, on était probablement un petit peu en avance de phase. Mais aussi, le sujet qu'on a eu avec ce master, c'est qu'il fallait absolument faire de la formation continue et pas de la formation initiale. On nous avait dit, vous ferez que de la formation continue avec ce master. Très personnellement, n'étant pas dans les rouages de l'université, je n'ai pas vraiment compris pourquoi. Et j'entends, dans ce que tu disais tout à l'heure, qu'il y a plein de masters qui sont en train de se créer, mais plutôt aussi sur de la formation continue. Donc, j'ai en fait 2 questions. C'est d'abord, pourquoi privilégier formation continue à formation initiale dans la création de master, puisqu'on a vu qu'il y avait un manque. Et la deuxième question, c'est les entreprises sont-elles prêtes maintenant à mettre du budget, à dégager du temps pour que des gens viennent en formation continue? Parce que malgré tout, c'est quand même, au-delà d'aspects financiers, etc., c'est du temps de ressources qu'il faut dégager. Et quelle est la formule qu'elle privilégie dans la formation continue en termes d'alternance, présence en entreprise, présence en formation? Hyper vaste. Il y a plein de possibles champs des possibles de réponses alors, en vrai, il y a un sujet business derrière. Donc, je peux pas forcément me prononcer pour le contexte dont tu parles et pour quelles ont été les raisons. Il y a deux choses deux éclairages que je peux apporter. C'est la méconnaissance absolue du monde du management des compétences étatiques et universitaires de ce qu'est le contract management. On est en train de parler entre nous, on est éclairés. Aujourd'hui encore, Inès est sortie parce que je pense qu'elle nous prépare. Ah, t'es là? Voilà. Elle fait partie d'un univers ou d'un master dans lequel on a intégré et créé avec Myriam Snoussi d'EDF, que tu connais bien, qui a fait le même parcours que toi, une UE Contract Management. Mais dans le master et dans cette université encore, quand quelqu'un se pointe en management de projet, en management de la relation client, en management des achats et qui dit qu'il voudrait parler du contract management, on vient me voir en disant « Adine, est-ce que tu as la place pour le suivre en mémoire parce qu'on ne sait pas qui lui donner sinon ?» C'est un exemple, mais ça revient à ce que tu disais. C'est super intéressant, mais on ne sait pas faire parce que derrière, c'est très académique. Il faut une des références bibliographiques, littéraires. Il faut pondre un mémoire. Et académique, c'est très codé et très normé. Aujourd'hui, l'université ne sait pas donner le change. Les enseignants et les chercheurs, on me l'a dit dans un couloir la semaine dernière, on sent qu'on a besoin d'intégrer le contract management à nos différents masters juridiques, management du changement, de la transformation. On a compris qu'il y avait un truc, mais on ne sait pas faire, on n'a pas les profs, on n'a pas le dispositif. Et l'université, ça prend énormément de temps. Donc il y a un manque de connaissances qui fait probablement certaines réponses qui sont un petit peu des fins de non-recevoir. Ça, c'est valable formation continue et formation initiale. C'est encore plus valable en formation initiale, où le savoir et la transmission du savoir et le montage des formations reposent sur les enseignants-chercheurs, sur les enseignants universitaires, les responsables de parcours qui doivent s'impliquer, penser la chose, la porter. La formation continue. Quelle est aujourd'hui, moi, alors, quand je dis qu'il y a plein de masters qui vont se construire,
Je dis qu'il y a plein de masters dans lesquels d'universités et notamment d'IAE, qui sont des espèces d'hybrides entre les universités et les écoles, qui réfléchissent ou qui pensent à construire ce type de parcours. Parce que pourquoi ? Ils voient bien que les écoles s'y mettent, que des DU existent, qu'il y a des formations qui existent. Il y a un sujet, à un moment donné, d'être capable de proposer sur le marché quelque chose qui va amener des sous. Aujourd'hui, moi, quand j'y vais en disant « Mais les gars, si vous voulez être avant-gardiste, il faut le monter, ce master. » On me dit « Adeline, c'est les coûts de fonctionnement, la structure, les enseignants, l'administratif, la certification, etc. etc. C'est un budget énorme. Les recettes viennent des entreprises qui positionnent des alternants. Pour lancer un premier master, il faudrait idéalement arriver avec une entreprise qui souhaite pouvoir créer un parcours de formation initiale pour ses salariés. Par exemple, un EDF, un Engie, un Orange, qui pourrait... c'est quoi l'effectif ? Il faudrait au moins avoir 15 personnes tous les ans pour les embarquer. Et là, pour te répondre, oui, les entreprises sont preneuses. En fait, c'est même pas un sujet. Que ce soit investir en formation initiale pour ensuite avoir le bon vivier, que ce soit investir en formation continue pour pouvoir les emmener et les envoyer en formation et les récupérer, les entreprises, les grandes entreprises avec des gros effectifs, avec de la gestion de la mobilité interne, de l'évolution des compétences, de la GPEC qui doit être différente et de penser l'avenir du métier, sont prêts à investir. Mais il faut arriver à faire en sorte que se rencontrent l'offre et la demande. Et aujourd'hui, ceux qui doivent maîtriser l'offre ne sont pas réellement aussi sachants qu'on le voudrait. Voilà. On va prendre une dernière question. Et après, on laissera Frédéric conclure. Bonjour à tous et à toutes. J'ai 2 questions. Alors la première, c'est une question sur la pratique et la seconde sur les candidatures de contract manager. Tout à l'heure, vous parliez du fait que en tant que junior ou en tant que femme, il est difficile de se faire écouter par un chef de projet qui a l'habitude de travailler, qui a certaines habitudes. Et tout à l'heure, surtout vous, Tania, vous disiez que parfois il faut accepter l'idée qu'on a une fonction support. Ma question est comment vous faites du coup quand les pratiques mises en place sont contraires au contrat? Comment vous faites pour vous faire écouter ou imposer votre idée? Je sais pas si C'est très clair et il va y avoir, à mon avis, quatre réponses différentes parce que rapides, différentes. Allez-y, les filles, si vous voulez commencer. Oui, moi je dirais d'abord, il faut gagner la confiance de la personne. Aller la voir et au début, certes, elle nous connaît pas, donc forcément, elle va se dire qui est cette nouvelle personne dans les effectifs, on la connaît pas, pourquoi on devrait l'écouter. Donc au début, c'est pas évident. Au début, voilà, il faut accepter le fait qu'on ne nous fasse pas vraiment confiance et il faut se dire, il faut travailler sur cet aspect-là. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé quand je suis arrivée dans les effectifs à Rennes. Donc, je me suis dit au début, ça va pas être évident, mais c'est pas grave. Il faut être patient, il faut gagner la confiance des opérationnels. Et en fait, quand on suggère quelque chose qui est fondé, hein, mais qu'on décide de faire autrement, et on n'est pas décisionnaire. Et la responsabilité, elle n'est pas sur nous finalement. Donc on peut envisager ça pour accepter la situation. Et après, on est toujours libre de discuter avec les personnes en fait et comprendre pourquoi la décision a été prise, parce que parfois elle ne relève pas de nous ou du contrat, mais c'est quelque chose qui relève un peu dans les hautes sphères de l'entreprise en fait. C'est des choses qui relèvent de la stratégie de la boîte que nous on n'a pas le contexte finalement. Donc c'est des éléments comme ça qu'il faut avoir en tête. Donc pour comprendre, pour accepter, parfois il faut aussi comprendre, donc questionner, demander pourquoi et voilà. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Tania. Et du coup, juste pour compléter la réponse, ce qu'il faut accepter, c'est aussi qu'en tant que contract manager, la capacité décisionnelle, le mot de la fin, ne nous revient pas forcément en fait. Et ça, moi, je le vis particulièrement parce que je fais du contract dans le milieu de l'AMO, donc c'est encore plus exacerbé. Ça peut être très frustrant, j'en conviens. Mais voilà, la capacité décisionnelle ne nous revient pas. Et par contre, ce qui compte et ce qui est fondamental dans notre métier, c'est de poser toutes les questions
et que la personne en face qui va prendre la décision, à qui revient la décision, le fasse en connaissance de cause. Donc, étayer vraiment ses faits, questionner et finalement donner toutes les clés pour prendre la meilleure décision possible, et même si c'est pas forcément celle que nous, on aurait envisagée. Alors je ne sais pas si ta question était toujours en rapport avec, avec le côté junior et comment on assoit les choses. Je reviens juste là sur voilà, l'accompagnement nécessaire, parce que des gens qui sont ultra confiants et voilà, toujours au bon endroit, au bon moment, à 25 ans, c'est un petit peu compliqué de demander tout ça. Donc, je pense qu'il faut voilà, avoir vraiment cet accompagnement. Et trouver toujours le juste milieu entre ne pas s'excuser d'être ici. C'est ce que je dis moi très souvent à mes alternants et qui restent après chez Sistra avec nous. Excusez-vous pas d'être ici. Mais par contre, trouver le bon équilibre entre la surconfiance, en fait. Il y a vraiment voilà, une frontière entre les deux. Mais vraiment jamais dire bon, je suis le petit jeune qui débarque, je vais me faire dans un trou de souris et puis je vais attendre que l'orage passe. Enfin, non. Quand il y a quelque chose qui va pas, quand il y a une question à poser, enfin, il faut le dire avec les formes, hein, bien évidemment, et toujours dans le respect de l'autre et des collègues, mais jamais s'excuser d'être un jeune dans une entreprise. Enfin, clairement, ça me paraît quand même assez essentiel. En tout cas, moi, c'est ce que je leur diffuse. Et au démarrage, je m'aperçois que c'est très compliqué, ça. Mais va poser la question, vas-y tout seul. Ou j'ai un problème avec un tel, il met des semaines pour me répondre. Voilà, je suis toujours le dernier dans la pile de ces questions. Est-ce que tu es allé le voir? Est-ce que tu es allé lui parler? Non, j'ai envoyé des Teams, j'ai envoyé des mails. Va le voir, prends 5 minutes. Voilà. Il faut aussi accompagner comme ça. Et cet accompagnement, il passe quand même vraiment par s'il y a un problème, je suis là, tu le sais. Par contre, on travaille en confiance, donc lance-toi, quoi. C'est vraiment cette idée. Merci à toutes et à tous. Je vais laisser Frédéric conclure la table ronde. Un grand merci aux panélistes de cette table et de la table ronde d'avant. Ça a été très riche. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Un grand merci à Peggy, à Hélène et à Ryan pour le temps qu'il y a derrière. Alors, le temps d'organisation, l'investissement, ça me fait passer sur la transition que... Alors, on n'a pas besoin d'adhésion pour de l'argent, on a besoin d'adhésion on a besoin d'énergie. Il y a plein de sujets sur la table. Il y a beaucoup de choses. On a parlé du mentoring, on a parlé du travail sur la définition du métier, sur ce qu'on a envie de faire en termes d'ambition, de structurer le métier, d'avoir des référentiels, etc., y compris vis-à-vis des organismes publics. Ça demande du temps. Dans un contexte associatif, c'est du temps qui n'est pas rémunéré. Donc, on a besoin d'énergie. Et le plus on est, le plus on est légitime et le plus on s'amuse, en plus. Donc, je vous invite à adhérer, non pas pour les cotisations qui sont très symboliques, et c'est pas dans notre business model, comme ça a été rajouté, c'est plus, on a besoin de monde hein, pour nous aider. Ça, c'est une chose. Et puis, je vais en profiter pour parler. On fera un autre événement dans le second semestre de cette année. Et là, je ne teaserai pas parce que c'est Ryan qui le fera très bien. On essaiera juste cette conférence, on l'a filmée, elle sera mise sur le site de l'ICM. La prochaine, on essaiera à la fois de la filmer et de la faire aussi en ligne pour éviter à ceux qui sont venus de loin et qu'on remercie d'en bénéficier en live. Voilà, encore une fois, on vous remercie d'être venus et puis on espère que vous avez bien profité de ce moment de partage et que ça vous donne envie de continuer à avancer dans notre métier. Merci beaucoup.